est sorti. Et autant vous dire que je suis extrêmement content de le voir parce que ça faisait quoi depuis quasiment depuis Noël en fait qu'on en a pas vu et moi ça me rendait mais vraiment super, c'était vraiment super chiant pour moi. Alors personnellement je me suis dit que je sais pas quand ça va sortir alors je vais attendre, je vais juste comme ça attendre. Bon mais c'est vrai qu'après déjà 2 semaines je me suis dit putain mais en fait il va jamais sortir ou c'est la pause ou enfin je sais pas. Et en fait non il devait sortir maintenant donc ça a été reporté depuis presque quasiment 3 semaines en fait ouais. Bref, donc cet épisode-ci qui reprend de plus belle l'histoire de la Nation Taizai, là où on l'avait laissé, donc le tournoi qui était en cours, on avait donc les chevaliers sacrés qui étaient arrivés, et nos 4 Taizai donc qui étaient là face aux chevaliers sacrés et qui étaient justement plus en très mauvaise posture avec notamment la mort de Veronica, mais aussi le fait que Meliodas soit malheureusement piégé dans un cristal et où il s'est justement juste avant la fin de l'épisode de la dernière fois, libéré. Donc dans celui-ci, on a Meliodas qui est visiblement possédé par une force visiblement très démoniaque et qui arrive donc à tenir tête à ce grand putain de... J'adore ce perso, enfin, je l'aimais bien dans le manga, mais je sais pas pourquoi je l'aime bien, je l'aime encore plus dans... je l'aime encore plus donc dans l'animé, je parle bien sûr d'Embram qui est un chevalier sacré, donc qui a donc un cachet comme ça, qui a une voix, je trouve qui au début me semblait pas terrible, mais en fait au fur et à mesure de cet épisode-ci, je me suis dit en fait ça lui va bien. Donc c'est un personnage plus ou moins nonchalant, un chevalier sacré qui arrête pas de déconner visiblement, si vous le voyez bien, il prend même des notes durant le combat en fait. Donc le mec il déconne bien, il est là, mais en même temps il est extrêmement puissant. Quel est son pouvoir? Donc il possède une sorte son pouvoir s'appelle Link, donc le lien en quelque sorte. Où il possède donc une sphère où en fait on a plusieurs chevaliers sacrés. Alors dans le manga c'était spécifié une vingtaine de chevaliers sacrés, dans l'animé visiblement c'est pas le cas, mais une vingtaine de chevaliers sacrés donc donnent leur pouvoir donc à travers la sphère, donc ça va à force physique et tout, mais ça parle également des pouvoirs, donc ça veut dire pas uniquement la capacité, donc genre comme Ban le faisait où il volait la capacité, la force, la vitesse quoi, mais en fait ça envoie également leur pouvoir, donc Elbram peut utiliser les pouvoirs des chevaliers sacrés, genre je sais pas moi de la foudre, de la glace, que sais-je, donc qui lui sont envoyés. Donc dans ce combat contre Meliodas, celui-ci a tantôt l'avantage, parfois ils sont force égale, puis après il se fait déglinguer jusqu'à l'arrivée donc de Hendrickson qui lui-même donne son pouvoir pour aider un peu Elbram. Et Elbram donc a maintenant le dessus donc sur Meliodas. Mais bon en même temps il faut rappeler que Elbram en soi n'est pas plus fort que Meliodas, hein. C'est juste que lui, plus la force d'une vingtaine de chevaliers sacrés, en plus celle de Hendrickson qui est un grand chevalier sacré, machin truc, dire tout ça, c'est un peu logique que Meliodas se fasse buter. En même temps, manquerait plus que ça qu'il soit justement encore plus fort de toute façon, parce que sinon ce serait un peu trop abusé. Le mec il pourrait vaincre n'importe qui. C'est un peu comme dans Naruto où Kyuubi justement, où Kyuubi arrive à vaincre tous les adversaires en prenant possession de Naruto. Non, il faudrait quand même garder un peu plus de fun quand même, je trouve. Donc au final cet épisode, beaucoup de bastons au début, et enfin on arrive au moment que moi j'attendais beaucoup, c'était le retour de Diane, parce qu'en fait elle s'était fait un peu baiser, elle était tombée dans une crevasse, enfin dans une fissure dans le sol la dernière fois, et on l'avait pas revu depuis. On a une petite scène, d'ailleurs je me souviens même plus si dans le manga c'était présent, mais en tout cas une petite scène où en gros le bar lui-même, enfin le gros porc vert, je sais même pas en fait si c'est la mère de Hawk en soi, parce que parfois il dit ma mère, enfin ma maman, je sais pas quoi, j'ai jamais vraiment compris ce que c'était ce truc-là, est-ce que c'est véritablement la mère de Hawk, parce que ça soulèverait beaucoup de ça, je veux dire, ça permettrait de répondre à beaucoup de questions concernant Hawk lui-même, parce que vous vous rendez compte que ce personnage-là, enfin ce petit cochon n'est pas un cochon comme les autres, déjà le fait que le cochon parle, ok, mais surtout le fait, même s'il y a plein de créatures magiques, mais bon, un cochon qui parle, voilà quoi, si un cochon parle, pourquoi parce que les oiseaux, pourquoi est-ce que les oiseaux ne parlent-ils pas? Bref, en tout cas ce cochon est un peu bizarre, surtout que le fait qu'il résiste à beaucoup d'attaques comme ça, alors que d'autres seraient atomisés en 2 secondes, enfin soit. Dans tous les cas, donc Diane arrive en récupérant justement Gideon, donc son arme sacrée, et on voit tout l'étendue de sa puissance à travers cet épisode où la meuf, elle retourne carrément l'équivalent, si vous regardez bien, parce qu'il faut bien regarder la taille de Diane par rapport à ce truc-là, mais la taille, mais limite d'une vingtaine de montagnes réunies, mais une motte de terre géante, quoi. Je veux dire, c'est un truc de malade. C'est comme si la meuf, elle avait retourné le Jubi dans Naruto, quoi. Enfin bref, la meuf, elle retourne ça, elle arrive à exploser n'importe quoi. D'ailleurs, dans le manga, on sentait vraiment une puissance, un incroyable effet de puissance, et on voit qu'il s'est plus ou moins respecté, puisque les petits trucs qui ressemblent au Pokémon Dementa non, qui ressemblent à des sous-marines, mais en tout cas elles sont déglinguées, donc le mode de transport qu'utilisait Elbram et les autres en arrivant se fait carrément démonter avec un des rochers qui monte. Elbram d'ailleurs n'était pas loin de crever malheureusement. Celui-ci survit malgré le fait qu'il ait de toute façon lâché enfin, il a réussi à faire un beau combat, le fait qu'il ait vaincu King, mais on peut sentir que King n'avait pas l'air très sérieux vu que celui-ci avait l'air de connaître Elbram. Et donc au final on peut se dire, est-ce que Elbram est bien plus fort que King en soi? Je veux dire oui et non, en soi Elbram possède aussi le bonus des forces des autres chevaliers sacrés, donc c'est dur d'estimer son niveau 100. Voilà. Donc l'épisode se termine donc avec Elbram qui arrive à sauver donc les deux autres chevaliers sacrés, donc Jericho et d'ailleurs et Guerra, donc qui a perdu son bras d'ailleurs au début, c'était assez violent, hein. C'est là qu'on voit vraiment la différence avec Fairy Tail. Mais ils arrivent à se sauver tout en récupérant donc le bout, le bout, donc la base de l'épée brisée qu'avait Meliodas, qui serait un fragment du cercueil des ténèbres, enfin du ténèbre infini, je me souviens plus vraiment du nom exact.
Mais en tout cas, quelque chose qui est visiblement très important pour la suite et pour les dessins des méchants, puisque la mission était de récupérer la princesse et d'obtenir ce bout de l'épée. Donc leur objectif est à moitié accompli, c'est pour ça que Meliodas visiblement a l'air justement tracassé, en même temps pas trop tracassé, donc en gros ça le fait chier. Maintenant, mais visiblement l'autre objectif de récupérer la princesse n'a pas réussi, et visiblement la princesse doit également leur servir. Sinon je vois pas l'intérêt en même temps de ce personnage, c'est juste un personnage qui est là pour régner les autres. Je pense qu'elle a, évidemment, vous vous en doutez qu'elle a une importance un peu plus particulière un truc que l'on se rendra compte évidemment bien plus tard, j'imagine. Donc, à la fin, donc, on voit les deux, King et Ban, s'entraîner un peu, et donc les personnes refaire un peu le point, ouais, on est des copains, voilà, on va réussir à sauver le royaume, patati patata. Mais le plus intéressant vient à la fin, où Meliodas donc, nous récite un passage ressemble beaucoup à une sorte de prophétie, où en gros, il nous lâche que lorsqu'il y aura, ça dépend de la traduction, mais plus ou moins lorsque le ciel sera rempli d'étoiles filantes, ou d'une comète, enfin un truc dans le genre, on aura la main de la lumière contre le descendant du sang noir, qui représente, j'imagine, les ténèbres, et là, on aura donc la grande guerre sacrée. Et là, il dit qu'en gros, il va y mettre un terme, ça dure depuis 3000 ans, et en mémoire, au nom de la personne qui a combattu à mes côtés. Cette personne est sans nul doute donc Lise, la fille qui ressemblait visiblement beaucoup à Elisabeth, si on se rappelle bien des flashbacks, et qui est donc morte à Danafor. Donc ça, c'est forcément lié à ça, et que justement cette guerre sainte et tout ça est sur le point de recommencer. Ben, c'est évident, dès que vous avez une sorte de prophétie, un truc qui a eu lieu, qui risque de se produire, d'office ça se produit, que malgré toutes les tentatives des héros pour les stopper, ça va se produire, et les héros justement vont gagner malgré cela, c'est ça le défi. Donc, que dire si ce n'est que Meliodas arrive à couper une montagne avec une brandie, et que le mec justement arrive à dire ouais, les chevaliers sacrés sont de plus en plus forts, je crois qu'il est temps de me battre sérieusement. Le mec il combattait pas sérieusement depuis le début. Vous vous rendez compte? Certains disent, un petit point que d'ailleurs les gens n'aiment pas trop dans ce genre de shonen nekutsu, c'est que en gros les rapports de force sont assez étranges, ils sont pas très précis, donc l'auteur peut rendre un personnage plus fort qu'un autre quand il le veut, quoi, vu que c'est pas précisé. Alors que justement l'auteur a plus ou moins pallié ce problème dans la suite du manga, mais je vais pas vous en dire plus, mais il a plus ou moins pallié ce problème-là en nous donnant une idée, et en même temps, j'ai envie de dire que depuis le début, on sent que l'auteur, on en ressent même, vous le sentez, même si vous ne connaissez pas la suite, que Meliodas, il combattait pas sérieusement, mais depuis le début. Depuis le début, le mec, il n'arrivait pas justement à totalement à se battre à fond, il était là toujours en rigolant, on l'a jamais vu énervé ou super sérieux, on l'a jamais vu faire ça. Donc là maintenant on va le voir entrer en mode serious business, et on va justement voir aussi les méchants commencer à pisser dans leur froc, parce que le mec c'est un super danger, et la preuve il voulait le capturer carrément, mais c'est un super danger, et j'ai hâte de voir justement Meliodas utiliser le max de son potentiel dans la suite. Donc qu'est-ce qui nous attend par la suite? Bah écoutez, j'imagine qu'ils vont se mettre à la recherche du prochain Taizai, vu qu'on a vu Gosser il y a quelques épisodes qui étaient pas très loin du tournoi, puis après je sais pas, l'armure était là, puis après on n'est pas sûr, il y a un personnage qui l'accompagne, on sait pas exactement c'est qui, mais Goether est là, il est pas très loin, donc j'imagine que les prochains épisodes vont se tourner vers sa recherche, c'est sa trouvaille, que sais-je. Surtout que dans le preview on voit cet étrange personnage, donc justement. Donc forcément que Goether est lié à ce personnage là, et que justement on aura de plus en plus de nouvelles sur ce perso. Alors petite news aussi, si vous n'avez pas remarqué, je sais pas, vous êtes peut-être... non, je déconne. Mais vous avez peut-être pas remarqué, mais il y a effectivement un nouvel opening et un nouvel ending. Alors personnellement je préférais l'ancien, cette nouvelle opening a une musique pas si mal que ça. En fait il y a des petits passages qui avaient l'air cool, mais en fait parfois il y avait des petits blancs, puis après il y avait des plans qui correspondaient pas trop à la musique. En fait vous savez, quand moi je regarde un opening, moi j'aime bien, je vous ai déjà dit, mais je regarde surtout la musique, et surtout plus ou moins la petite synchronisation des passages du son avec justement les images qui défilaient. Là ici c'était assez bof. Mais il y avait des passages très intéressants, surtout qu'on avait l'impression de voir Gozer, et celui qui est à l'intérieur de l'armure justement. En plus de ça on a des petits flash forward où on voit visiblement les Taizai arriver à la capitale, et donc on aura une grosse bataille, surtout qu'on voit Dreyfus qui dans le panique déchire sa race, alors que dans le manga il m'avait quasiment fait ni chaud ni froid. Donc beaucoup de choses sont prévues, et j'ai hâte de voir la suite de Nanatsu no Taizai, bien évidemment. Voilà, on entre vraiment dans l'arc, le vif du sujet, et j'imagine que tous les restes des épisodes de cet arc-ci vont se consacrer donc l'arc correspondant au manga. Vous savez de quoi je parle justement de tous les chapitres jusqu'au chapitre 100. Parce que là on a couvert, en équivalent chapitre, on a couvert 49 chapitres. Non, on a une quarantaine, entre 40 et 50 chapitres on a couvert en 13 épisodes, vous vous rendez compte, c'est énorme quoi. Bon, sur ce les gens, donc on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de Nanatsu no Taizai. N'hésitez pas à suivre cet animé, n'hésitez pas à partager cet animé, n'hésitez pas à en parler parce que c'est un super shonen, et il vaut la peine, même si c'est pas non plus une super œuvre d'art avec un scénario ultra original qui pète sa race, mais quand vous regardez quelque chose, vous devez vous poser la première question, est-ce que j'aime bien regarder? C'est tout. Pas est-ce que ça vaut la peine d'être regardé, mais est-ce que j'aime regarder? C'est la seule question. Est-ce que ça revient au même? Peut-être, je ne sais pas. Allez, salut, bonne nuit, et passez une bonne soirée. Ziou.